Bonjour les amis, en direct de notre nouvelle émission, un podcast ayant pour sujet Mon fils, mon roi. Sujet avec un thème et un titre qu'on va développer par la suite, mais présentons-nous. Nous avons ici une collaboration entre Dolly Amouyel et Menachem Richard Sakoun. Un débat, un podcast, une discussion vivante entre deux intervenants. Et pour ma part, un homme qui apprend la Torah et qui enseigne la Torah. Et donc, il va amener des textes et des sources qui vont être à étudier, à débattre entre nous. Et notre cher Dolly Amouyal, qui, s'il vous plaît, aimerait que vous vous présentiez, vous nous racontiez un petit peu votre parcours et l'apport de votre connaissance et de votre expérience qu'on va, Bezrat Hashem, et développer ensemble. Moi, je suis née en Tunisie, à Tunis. J'ai fait mes études, j'étais à l'école française là-bas, bien entendu. En fait, vers l'âge de 12-13 ans, un proche de la famille est tombé malade. Et il a eu un cancer, si je me trompe pas, de l'estomac, et il est décédé. C'était un homme jeune, et j'ai trouvé ça tellement scandaleux que je m'étais dit que je voulais faire de la recherche pour essayer de soigner, de contrer, de comprendre ce que c'est que le cancer. Quand j'ai eu mon bac assez jeune, à 16 ans et demi, je suis allée à Paris où était déjà mon frère et bon, on devait vivre dans le même espace. Ça s'est bien entendu pas très bien passé et puis chacun a pris sa route. Lui, il a été à Guy-Patin et moi, j'ai commencé à louer des appartements, plus exactement des chambres, dans lesquelles je pouvais vivre de manière, il faut le dire, très précaire. À l'époque, si vous voulez, pour faire médecine en France, il fallait simplement présenter son bac français. Alors, comme j'avais un bac français, j'ai été immédiatement inscrite à la fac de médecine. Et bon, et à partir de là, si vous voulez, j'étudiais, j'étais à la fac et je travaillais parce que à cette époque-là de Tunisie, les parents ne pouvaient pas envoyer d'argent en France. Les transferts d'argent étaient interdits. Donc, je travaillais le soir et j'allais à la fac le matin. Bon, et je vivais ma vie d'étudiante. En fait, si vous voulez, donc j'étais externe des hôpitaux et à ce moment-là, il y avait pour l'internat un choix et j'avais choisi donc pour être dans ma logique de recherche un service de biologie qui devait s'ouvrir à l'hôpital de Versailles. Or, ce service, pour des raisons, je sais pas lesquelles, n'a pas été ouvert. Donc, le choix que j'ai fait ne pouvait pas se réaliser. J'avais été convoquée par le doyen de la fac, qui m'avait demandé, vous pouvez demander que l'on refasse le choix pour tous les étudiants, mais c'est un gros processus. Je vous demande d'accepter pour ces 6 mois qui restent, ceux qui restent comme stage. Il restait comme stage, le seul stage qui restait, c'était la psychiatrie, avec, comme ça s'appelle, la promesse du doyen. Au bout de 6 mois, je pouvais rechoisir la première, puisque j'étais sur la liste parmi les premières. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Perray-Vaucluse. C'était la première fois que je découvrais le monde de la psychiatrie. C'était l'époque encore de la psychiatrie asilaire, si je peux dire. Et j'ai été reçue. Asilaire, ça veut dire qu'on enferme les gens à l'asile. Voilà, asile, c'était l'asile, les gros hôpitaux psychiatriques. Et j'ai été reçue par quelqu'un qui s'appelait Baïsana, qui venait de prendre le service après un drame où son collègue venait d'être tué par un malade. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit « vous restez ». Il était très content d'avoir
une étudiante. Je lui dis que moi, je voulais pas faire de psychiatrie, ça m'intéressait pas du tout. Il m'a dit oui, oui, vous venez. Il m'a dit, je lui ai dit que je pouvais pas venir jusqu'à faire vos plus. Il m'a dit c'est pas grave, on se donnera rendez-vous à la mode Piquet et vous viendrez avec moi en voiture. Et Je quand lui il vous dis a raconté l'histoire de son collègue, oui, qu'est-ce que vous avez pensé? que c'était d'un monde que je ne voulais pas, qui m'intéressait pas. Moi, je voulais la biologie. Hein. Et donc, il m'a dit, non, non, vous venez. Je lui dis, mais moi, le samedi, je viens pas. Il m'a dit, c'est pas la peine de venir. En fait, tout ce que je voulais, il acceptait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ce Baïsalin et je me suis lancée avec lui dans la création de la psychiatrie dans la Keïla, en ville, en fait. C'est comme ça C'est-à-dire pas l'asile. pas l'asile, c'est-à-dire ouvrir la psychiatrie en ville. On allait voir les patients chez eux, en visite à domicile. On se rendait compte comment ils vivaient. Et a été ouvert comme ça le premier dispensaire à Paris, en ville, à la rue de Varennes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la psychiatrie et la pathologie psychiatrique, non plus dans l'asile, à l'asile, mais à l'asile entre guillemets à l'hôpital, où on enfermait les gens, mais beaucoup plus avec l'idée de soigner les gens ou d'aider les gens dans leur monde. Était passé par tout le mouvement de l'antipsychiatrie, bien entendu, et tout le mouvement que la maladie mentale n'était qu'un produit de la société. Mais à quel moment alors vous avez commencé à vous occuper des enfants? Beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Donc j'ai fait mes premiers pas dans le monde de la psychiatrie d'adulte avec un maître, je peux dire. Donc j'assistais à toutes les consultations, je voyais tout le temps les gens avec lui, etc. Et quand j'ai dû passer mes examens d'internat et aussi de chef de clinique, bien entendu, j'ai été reçue assez bien, même très bien, parce que j'avais une connaissance de la clinique de l'adulte assez bonne, je dois le dire, assez bonne. Après cette expérience de la psychiatrie d'adulte, je crois que c'est le professeur Misès qui avait pris contact avec moi, ou moi qui avais pris contact avec lui. Et je voulais voir un petit peu ce que c'était que la psychiatrie de l'enfant. J'ai donc été en contact avec le professeur Misès. Et là, encore une fois, j'ai eu un maître qui m'a enseigné ce que c'était la psychiatrie de l'enfant. Et je dois rappeler qu'on doit au professeur Misès, en tous les cas en France, les premières classifications en psychiatrie de l'enfant. Non, il n'y avait pas. Donc j'ai eu, au niveau de ma formation, je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été et en psychiatrie de l'enfant et en psychiatrie de l'adulte formée par des maîtres de très grande qualité. Et alors, en Israël, vous avez... Quand je suis venue en Israël, si vous voulez, quand avec mon premier mari, nous avons décidé de venir en Israël. Nous avons décidé de venir en Israël parce que, si vous voulez, lui en particulier, l'endroit où il travaillait, qui était l'ORTF, fermait ses portes. Il se retrouvait, entre guillemets, en chômage économique, c'est comme ça qu'on dit. Et moi, à cette époque-là, j'avais un très bon cabinet qui marchait très bien à Boulogne. Et donc, on s'était dit que c'était le moment de partir en Israël. Moi, personnellement, je croyais que lui, qui parlait hébreu, qui écrivait hébreu, qui maîtrisait l'hébreu, allait s'adapter parfaitement en Israël. Par contre, moi, je voulais prendre une année de tranquillité, être tranquille pendant un an. Ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que dès que je suis arrivée en Israël, le docteur Attab, qui était à ce moment-là chef du service de psychiatrie de l'enfant à l'hôpital de Jérusalem, m'a demandé de venir
travailler avec lui. Donc, au bout de 3 mois, je me suis retrouvée, encore une fois, à travailler, alors que je ne lisais pas, moi, de mots d'hébreu. Comment est-ce que vous avez fait pour repasser? Vous avez refait toutes vos études? Non, j'ai pas refait toutes mes études, pas du tout. Parce que si vous voulez, entre ce que j'avais fait comme cursus en psychiatrie de l'adulte et ce que j'avais fait en cursus en psychiatrie de l'enfant, le docteur Attab connaissait la psychiatrie à Paris. Et donc, quand il a présenté mon dossier à la Moatsa Madaït ici en Israël, ils avaient rien à dire pour les équivalences. J'étais déjà trop formée pour eux. Si je peux me permettre. Combien de temps avez-vous travaillé en France et combien en Israël? J'ai travaillé en France, j'étais interne assez jeune, j'étais interne vers 26-27 ans. J'ai travaillé en France jusqu'à 48 ans, comme ça. Mais j'ai travaillé beaucoup en privé. J'ai travaillé beaucoup en privé. J'avais toujours une activité publique, mais quelques heures par semaine, mais j'ai travaillé en privé. J'avais un des plus gros cabinets de psychiatrie de l'Ouest parisien à l'époque. Et donc, quand je suis arrivée en Israël, je me suis retrouvée assistante dans le service de psychiatrie d'enfants. Et c'est là que j'ai commencé à refonctionner. Et très vite, j'ai voulu refaire ce que j'avais fait en France, c'est-à-dire ouvrir la psychiatrie de l'enfant dans la Keila. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée le premier psychiatre à la Tachana de Tipoul Bayeled à Rehov Achish, où il n'y avait jamais eu de psychiatre. Clinique de jour pour enfants? Oui, c'est la plus grande Tachana de Tipoul Bayeled Veba Mishpacha dans la région de Jérusalem et je pense en Israël, c'est une des plus importantes. Elle était dirigée par des psychologues, toujours, qui voyaient d'un très mauvais œil l'arrivée des psychiatres. Et je me rappelle toujours l'accueil que m'avait réservé le directeur de cette Tachana. Il m'avait donné 10 reçus en me donnant 10 dossiers, en me disant on ne sait pas quoi en faire, vous vous débrouillez avec. Et néophytes que nous sommes, Oui. Quelle différence y a-t-il entre les psychologues et les psychiatres? Alors les psychologues sont, dans tous les cas, en Israël en particulier, ont une très bonne formation sur le plan de la clinique et ils sont aussi, ils peuvent faire des tests psychologiques. Aussi bien des tests projectifs que des tests cognitifs. Enfin, ils peuvent faire, ils sont de faire des tests psychologiques. Le psychiatre, lui, c'est un médecin, donc il est censé pouvoir avoir un regard de médecin sur ses patients et il peut donner des médicaments. C'est-à-dire, c'est un médecin, il peut donner des médicaments, il peut faire un diagnostic. La psychiatrie étant à cheval avec la neurologie et avec plein d'autres de pathologies. De traiter, par le fait de pouvoir donner des médicaments en tant que médecin psychiatre, il y a une autre approche? Si vous voulez, ma formation à moi était une formation très particulière, étant donné que j'étais passée par la psychiatrie de l'adulte, la psychiatrie de l'enfant et la psychanalyse. Alors, j'avais plein d'instruments cliniques en main, donc trop formée pour Israël. C'est comme ça que je me suis retrouvée le premier psychiatre dans la Tachana de Tipoul Bayeled Vamishpacha, mais j'avais, avec les psychologues, un langage commun, puisque j'avais l'outil de la psychanalyse. Et ça existe une psychanalyse pour les enfants? Oui, bien sûr. Bien sûr. La psychanalyse pour les enfants, c'est-à-dire que vous écoutez les enfants, vous les écoutez les enfants avec les parents, avec l'outil de la psychanalyse et les outils que vous a donné la psychanalyse pour comprendre ce dont on parle. Et je serais très intéressé
à ce que vous nous parliez aussi, puisque on va présenter un petit peu ce podcast. On a dit un échange, des discussions, des échanges de connaissances, mais vous avez été l'épouse pendant de nombreuses années du Rav Jean-Paul Amoyal. Et en fait, ce podcast lui est dédicacé. On aimerait lui rendre un hommage. Et l'idée du podcast est venue de l'attachement qu'on a eu à cet homme, à sa grandeur et son parcours si particulier. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire pour honorer sa mémoire? On s'est dit que dans la mesure où l'éducation, le fait de s'occuper des enfants, ça vous ressemble. Et est un homme extraordinaire qui a passé une vie à littéralement s'occuper des enfants. Que en tant que vous aimeriez nous dire quelques mots, qu'on puisse un peu présenter celui qui est à l'origine et à la naissance de ce projet. Le projet, nous le répétons, c'est des discussions, des échanges sur les enfants et évidemment leur entourage et les parents, la relation des enfants et des parents et des enfants, et c'est ce qui nous a fait choisir ce titre d'étude. On va présenter par la suite ce sur quoi on va travailler, mais on aimerait vous entendre un peu parler de ce monsieur Jean-Paul Amouyal. Je connaissais Jean-Paul Amoyal, si vous voulez, parce que à Paris, si vous voulez, une femme psychiatre qui était religieuse, c'était un animal à 5 Religieuse entre guillemets, vous vouliez pas travailler le Shabbat? Non, c'était un animal à 5 pattes. Donc Jean-Paul, monsieur qui était à l'époque monsieur Jean-Paul, m'envoyait des patients. Des patients qui étaient de ce milieu, de Bourg-Rarier, etc., qui étaient des hommes, des femmes, entre guillemets, qui étaient très, entre guillemets, religieux, très engagés dans la Torah. Donc, ils pensaient que j'étais à même de mieux comprendre leurs problématiques. Donc, c'est comme ça qu'ils m'envoyaient, quand j'étais installée à Boulogne, des patients, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à échanger un petit peu avec lui. Sans vous interrompre, je vais garder une question pour la suite et j'aimerais entendre aussi quel est votre regard sur ce monde dont vous dites c'est un monde très religieux. Qu'est-ce qu'on aura besoin à l'intérieur d'un monde très religieux? D'aller chercher des solutions à l'extérieur. Et on parlera de ça plus tard si vous voulez. C'est un des sujets qu'on débattra. Si vous voulez, dans ce monde très religieux, il y a aussi beaucoup de pathologies. Parce que comme dans tout endroit fermé, plus la société est fermée, plus il y a de la pathologie. On peut dire quelque chose très rapidement comme ça. Donc, un peu, alors la suite de notre histoire, nous en étions, vous allez nous parler de Jean-Paul Amoyal. Ce qui était très particulier chez lui, si vous voulez, c'était sa capacité d'écoute et sa capacité de respect de la personne telle qu'elle était. C'est-à-dire que il était capable d'avoir des relations avec tout un chacun, quels que soient ses choix. En fait, c'était quelqu'un dont le jugement par rapport à l'autre était en fait suspendu. C'était quelqu'un qui s'intéressait à la personne pour la personne et pour ce qu'elle était. À travers de tous les élèves qu'il a reçus et formés dans toutes les écoles. En fait, si vous voulez, Otsara Torah était quelque chose de très particulier. La seule exigence qu'il avait était que la mère soit juive. Sinon, celui qui voulait venir était le bienvenu. Otsara Torah n'était pas du tout comme ce qu'on connaît en Israël, avec des critères, absolument pas. Otsara Torah était ouvert à tous, avec ce seul critère que la mère soit juive. Mais alors, comment a fonctionné cette rencontre entre, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la préparation de la rencontre, mais finalement, vous étiez dans le monde de la pathologie, c'est-à-dire dans le monde de la maladie, donc vous voyez et vous traitez des gens malades. Et vous avez dit que
Jean-Paul, lui, il voyait la normalité, il voyait des gens qui étaient normaux. Comment En fait, si vous voulez, il y avait une frontière entre ces deux mondes, mais cette frontière-là était très labile, extrêmement labile. Donc, c'est à cet endroit-là que notre dialogue pouvait être permanent. Hein. En dehors des grosses pathologies psychiatriques, à partir du moment où un enfant pouvait s'intégrer à l'école, ben, il était intégré à l'école, hein, avec toutes les aides qu'il pouvait avoir. Et en Israël, et finalement, vous avez travaillé aussi de très nombreuses années. Vous travaillez encore un peu maintenant. En Israël, j'ai travaillé de très nombreuses années. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par travailler à l'hôpital où j'étais assistante, ensuite j'ai dirigé la Mahlaka, ensuite je suis partie dans la Keïla. Et si vous voulez, là, je suis encore et de loin responsable d'un projet commun au ministère de la Santé, au ministère de la Revacha, qui s'occupe en particulier de parents dont un ou deux parents souffrent de pathologies mentales diagnostiquées. Et ce projet, c'est que faire des enfants. Et donc, plusieurs questions se posent, en particulier la dangerosité des parents pour les enfants, car hélas, on a l'expérience que des drames peuvent survenir, et mettre en place un projet clinique et thérapeutique autant que possible pour que les enfants restent dans leurs parents avec toute l'aide qu'ils peuvent recevoir pour se développer aussi bien que possible. On aurait aimé vous écouter encore des heures, c'est passionnant et quelle chance de pouvoir échanger avec vous et on peut déjà se donner rendez-vous pour les prochains épisodes de ce podcast sur Mon fils, mon roi. Et bien évidemment, nous pourrons dès la prochaine fois présenter le sujet de notre midrash, de notre texte, de la Torah orale qui va nous raconter une histoire entre une mère et un fils et à propos duquel on va pouvoir travailler ensemble, échanger et peut-être apporter des lumières qui pourraient nous servir dans notre vie à nous, d'enfants, de parents, de conjoints. Qui sait?